Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, cette semaine, comme on l'avait annoncé, c'est un spécial débat sur l'aéroport métropolitain de Montréal, anciennement l'aéroport de Saint-Hubert, qu'on appelle aujourd'hui le MET, n'est-ce pas? Et on a en studio 6 invités qui vont débattre des enjeux économiques, environnementaux, sociaux, entourant ce projet de développement qui nous promet quand même une augmentation importante de l'achalandage au niveau de l'aéroport au cours des prochaines années. J'ai même vu passer des chiffres de 2 millions, de 4 millions de personnes. Juste pour donner un ordre de grandeur, là, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, c'est à peu près 24 millions de gens qui y passent à chaque année. Donc, c'est un projet qui est costaud. On sait qu'historiquement, dans l'agglomération, la question de l'aéroport a toujours été un enjeu au niveau du bruit, au niveau des questions environnementales, le trafic, tout ça. On veut-tu plus gros? On veut-tu moins gros? On veut-tu quelque chose qui reste stable? Bref, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir nos micros cette semaine et de discuter justement avec des gens qui ont un intérêt sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique et aussi sur le plan citoyen. Et on veut vous entendre aussi. Donc, on a un numéro de téléphone si jamais vous voulez nous texter des questions pour nos invités. 438-500, le 1033, donc 1033. Alors, vous nous envoyez vos textos, puis dans le cours de l'émission, on pourra effectivement répondre à vos interrogations. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités cette semaine. D'abord, Simon-Pierre Diamond, qui est vice-président de l'aéroport métropolitain de Montréal, le MET. Exact, c'est un plaisir. Merci d'être là. Ben écoute, ça fait plaisir de te recevoir en studio. Jean-François Lévesque, qui est PDG de la Chambre de commerce de la Rive-Sud. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Il y a aussi Tourisme Montérégie, qui est représenté par François Trépanier, qui est directeur adjoint. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Collège R. Richelieu, représenté par Thierry Dugrip, qui est directeur. Oui, bonjour, puis merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a aussi une dame, Sylvie Quentin, qui est porte-parole de Maire au Front. Madame Quentin, bonjour. Bonjour, très contente d'être ici avec vous. Ça fait plaisir. Et il y a aussi M. Martin Murray, qui représente la coalition Halte-Air. Bienvenue, M. Murray. Bonne journée à tous et surtout bon débat. Absolument. Donc, pour se lancer très simplement, tiens, je vais commencer par vous. Je vais vous donner à peu près 2 minutes par personne. Pour ou contre le projet de développement de l'aéroport de Saint-Hubert? Bien, la coalition Alter Saint-Hubert, depuis le début, est en situation, je vous dirais, pas d'opposition, une opposition qui est agressive ou agressante. Au contraire, depuis le début, on a demandé un moratoire sur toute la question de l'aéroport, au moment où le projet, éventuellement, de le faire modifier, donc en arriver à un aéroport qui puisse être un aéroport différent de ce qu'on avait présentement. Donc, on avait un aéroport où on avait des avions qui circulaient, des avions au niveau des compagnies qui donnaient de la formation. On est maintenant dans une autre étape, c'est-à-dire un aéroport qui va être un aéroport commercial, donc avec beaucoup de vols. Et au départ, ce qu'on voulait, nous autres, c'est vraiment un moratoire pour qu'on puisse regarder de fond en comble ce projet-là et de voir s'il était pertinent, s'il répondait bien sûr aux conditions actuelles et futures, et surtout si c'était le meilleur projet dans les circonstances, compte tenu de cet immense terrain-là qu'on aurait pu utiliser peut-être à d'autres fins. Si je regarde du côté de l'aéroport, monsieur Diamond, comment on se positionne par rapport au développement? Bien, il va de ça qu'on est enthousiaste avec le projet. C'est un projet qui est extrêmement porteur pour la population de la Rive-Sud, pour le Grand Montréal aussi. On a fait un sondage récemment, puis on a posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes favorable au projet de l'aéroport? C'était plus de 77 % des gens qui appuyaient le projet. De la sondage léger. Hein? Sondage léger, mais le 1000 d'échantillonnage, alors extrêmement sérieux comme sondage. Et à la réponse... La plus prompte qui est sortie, c'est que les gens sont contents d'avoir un service pas loin de chez eux, accessible. Alors, nous, on répond à la demande de la population. Les gens voulaient plus de vols, ils voulaient la capacité de prendre des vols. Ça fait longtemps que l'aéroport est là, ça fait 100 ans que l'aéroport existe. Ça a été un aéroport extrêmement achalandé. Là, il n'y a pas si longtemps, on avait 200 000 mouvements par année. Là, on est autour de 120 000 mouvements par année. Nous, on ajoute à peu près une trentaine de vols commerciaux par jour. Somme toute, c'est mineur là, comme extension. Mais la grande modification, c'est qu'on ouvre au grand public cet aéroport-là. Jadis, c'était pas le cas. Les gens pouvaient pratiquement pas s'en servir. Alors, il y avait les nuisances, il y avait des enjeux, mais c'était fermé au grand public. Et là, maintenant, ce qu'on dit, c'est on le transforme. Cet aéroport-là, on l'ouvre.
On va faire plus même, on va faire de l'innovation, on va faire des projets de recherche à l'aéroport. Alors, on parle beaucoup de développement. Or, c'est beaucoup plus qu'un développement. C'est une transformation de sa vocation de fond en comble, et ça va être dans l'intérêt public, il va de soi. Quand on entend ces arguments économiques, je me tourne vers la Chambre de commerce. On doit recevoir positivement ce projet de développement. Oui, on reçoit le projet de façon très, très positive. Puis en fait, pour rebondir un peu sur ce que Simon-Pierre vient de dire, un aéroport comme ça devient un actif stratégique pour la deuxième région économique en importance au Québec. La Montérégie, c'est 15 % du PIB du Québec. Montréal, c'est 30 % Et les autres régions économiques, je prends la région de la Capitale-Nationale, par exemple, 10 % du PIB du Québec. Donc, la Montérégie représente 1,5 fois le poids relatif de la région de la Capitale-Nationale. Donc, un actif comme un aéroport comme ça devient une nécessité à cause des besoins. Donc, on l'évoquait, des besoins d'avoir une desserte commerciale pour les vols. Puis, en plus, c'est une infrastructure qui attire également l'intérêt des investissements. On en reparlera tout à l'heure, mais autour de l'aéroport, évidemment, l'aéroport, c'est un volet de toute la zone aérospatiale qui est dans le même secteur. Donc, du point de vue du milieu des affaires et du point de vue de la Chambre de commerce, ce qu'on a là, c'est une belle opportunité de capitaliser sur une industrie qui est une industrie phare pour le Canada, pour le Québec, et pour laquelle on a un positionnement qui est très, très avantageux en ce moment. Oui, parce que quand on se met à la place du public, puis on écoute tout ça, on sait que historiquement, c'était une école quand même, depuis l'école de pilotage, l'aéroport, les avions, les hélicoptères, je pense. Je regarde monsieur de R. Richelieu. Là, on parle d'un changement de mission, mais est-ce que ça va être une cohabitation, vols commerciaux, et quelle sera la place encore pour les hélicoptères, le pilotage aviation, tout ça dans le projet? OK, tout à fait. Ça va être une cohabitation. Je pense que les deux peuvent très bien cohabiter. Il y a plusieurs exemples d'aéroports à travers le monde où la formation cohabite avec le vol, je dirais le vol régulier de transport de passagers. Il faut savoir aussi de la formation. Il n'y a pas que la formation de pilote. C'est un aimant pour atterrir tout ce qui est nouveau type de formation. On peut parler des agents de bord. On peut parler de tout ce qui a rapport à l'aviation au niveau de formation. Donc, on a la chance d'avoir ça à l'aéroport de Saint-Hubert. Et oui, on est 100% le développement, quoi. Il y a déjà eu des enjeux au niveau des hélicoptères, hein? Moi, j'avais déjà entendu ça. Oui, mais la base des hélicoptères n'est pas située géographiquement sur l'aéroport de Saint-Hubert. Elle est en dehors de l'aéroport de Saint-Hubert, donc elle n'est pas sous le contrôle de Met. Maire au front, quand on entend tout ça, là, ces arguments économiques, de développement, bon, comment on reçoit ça? Bien, Maire au front, à la base, on est préoccupé pour l'avenir des enfants à cause de la crise climatique puis à cause des crises environnementales. Donc, de prime abord, pour nous, le concept de développer puis d'augmenter les vols, ça va à contre-courant de régler la crise climatique. Puis la crise climatique, là, c'est pas comme si elle va venir dans 10-15 ans. Là. On est dedans. On voit tous les incendies, les déversements de rivières, tout ce qui se passe, l'augmentation des tornades. Donc, pour nous, il y a un contresens là-dedans. Et on est préoccupé pour ça. On est préoccupé aussi pour l'environnement, la pollution, le bruit et l'impact sur la santé que tout ça a. Donc, quand il y a été question de partir le projet, on a dit, nous, on veut un moratoire, puis qu'il y a des études qui vont démontrer les impacts avant qu'il y ait une décision de prise. Puis c'est ça qu'on demande, Maire au front, de façon générale. On est, je dirais, un peu tanné de voir que, OK, on considère l'économie, mais pourquoi on ne considère pas l'environnement? Pourquoi on ne considère pas la santé de la population au moins au même niveau, et sinon plus? Oui, bien, on va revenir évidemment sur toutes ces questions-là environnementales et enjeux pour la population. Mais du côté du tourisme, on doit recevoir de façon assez positive ce développement-là? Absolument. On est très heureux. On appuie le projet, bien entendu. Je vais faire du chemin un petit peu sur ce que Jean-François disait. Là. On est la deuxième région la plus populeuse au Québec. Ici, la Montérégie. Tourisme Montérégie, on représente plus de 500 entreprises touristiques, dont une centaine qui sont basés sur la Rive-Sud, dont 10 établissements hôteliers, ce qui est extrêmement important. Et nous, on travaille beaucoup le tourisme d'affaires pour essayer d'amener des congrès en Montérégie, des réunions d'affaires. Et on attaque vraiment ces temps-ci beaucoup le marché de Toronto pour aller chercher des congrès qui viennent de l'Ontario. Et je vous dirais qu'avec le contexte actuel présentement,
Je ne veux pas dire que ça va être plus facile, mais les entreprises vont peut-être moins aller aux États-Unis. Donc, nous, on veut essayer d'aller les signer, ces congrès-là, et les amener ici en Montérégie. Et quand on consulte nos partenaires touristiques de la Rive-Sud, ils sont très ouverts à avoir plus d'achalandage chez eux. Oui. Avant d'ouvrir plus largement, j'aimerais ça revenir à Simon-Pierre, parce que pour le public, là, quand on parle de développer les vols commerciaux, on n'est pas en train de dire qu'on peut prendre l'avion à Saint-Hubert pour aller à Cuba ou en République dominicaine. Là, on se comprend bien. On parle du Canada, Jacques, on parle du Québec. Effectivement. La desserte, le projet qu'on est en train de faire, c'est pour la desserte domestique. Alors, c'est les vols canadiens. Une dizaine de destinations, alors Vancouver, Halifax, et aussi un sacré coup de pouce pour la desserte régionale. Alors, beaucoup du projet, c'est d'être capable de donner un bon service de desserte régionale pour les travailleurs, l'approvisionnement, le tourisme en région. C'est une industrie qui a beaucoup de difficultés depuis longtemps. Les infrastructures pour la desserte régionale ne sont pas vraiment bien entretenues. Nous, on va arriver avec un projet mobilisateur, des infrastructures de première classe, puis enfin, la desserte régionale au Québec. Je pense à des joueurs comme Pascan, Air Liaison, qui sont déjà à Saint-Hubert. Mais ils vont pouvoir se servir du terminal du Met puis avoir une meilleure qualité. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que on pense souvent qu'on est juste là pour du Montréal-Toronto. C'est pas le cas. C'est-à-dire c'est un projet qui est pour l'ensemble des grandes métropoles canadiennes. Et on vient, avec ce projet-là, de connecter notre desserte régionale, qui était isolée, c'est-à-dire elle était toute seule au monde. Là. Et là, on vient de la connecter sur les grandes métropoles du reste du Canada. Et ça va avoir un impact significatif sur la desserte. Et ça veut dire que s'il y a quelqu'un de Sept-Îles ou des îles de la Madeleine ou de Rouyn-Noranda qui nous écoute aujourd'hui, objectivement, devrait recevoir le projet de développement de façon positive, oui, puisqu'on sait que c'est un enjeu pour les différentes régions du Québec. Réagir là-dessus? En fait, moi, je vous dirais que c'est un miroir aux alouettes. Le problème qu'on a avec cet aéroport-là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça aurait été le fun, au départ, qu'on ait un moratoire, qu'on puisse examiner les tenants et aboutissants de ce projet-là sous tous ses angles. Un angle, évidemment, économique, un angle environnemental, un angle sociétal, puis surtout un angle aussi sanitaire. Ça n'a pas été fait. Quand on parle de desserte régionale, vous savez, le trafic aérien au niveau régional, à l'échelle canadienne, est passé a augmenté de 30 sur un horizon de 15 ou 16 ans. Alors qu'au niveau des destinations internationales, ça a doublé. Et c'est le secteur qui va augmenter. Vous avez aussi d'autres éléments qui sont en train d'émerger. Donc, vous avez le REM qui va desservir quand il va fonctionner adéquatement. Oui, parce qu'encore cette semaine. Donc, quand le REM va fonctionner adéquatement, va pouvoir amener les gens à l'aéroport de Montréal, l'aéroport Pierre-de-Trudeau, dans un délai très, très, très restreint. Donc, ça, c'est une clientèle qu'on peut aller chercher très loin en Estrie. Donc, quel va être l'intérêt d'aller du côté de Saint-Hubert? Au niveau de la desserte régionale locale, c'est-à-dire au niveau québécois, le marché est un marché vraiment réduit. Et le problème qu'on a, c'est toutes les externalités que va poser ce projet-là, c'est-à-dire le développement de l'aéroport, ne compense, en fait, tout l'aspect économique ne compense pas du tout cet élément-là. Vous savez, l'aéroport de Saint-Hubert, je veux lancer quelques chiffres, c'est quoi la grandeur du terrain de Nordvolt? Est-ce que les gens le savent? Vous allez nous le dire? C'est 172 hectares. L'aéroport de Saint-Hubert, c'est plus de 300 hectares. Donc, c'est le double de la superficie de Nordvolt. Avec ce terrain-là, on aurait pu imaginer toutes sortes de choses, en dehors de la question de l'aéroport, dont les retombées économiques vont être quand même relativement restreintes. On parlait tout à l'heure d'une zone de développement, d'innovation au niveau aéronautique. C'est pensable sans un aéroport. Au contraire, je pense que ça aurait pu permettre d'en arriver à quelque chose d'encore beaucoup plus consistant, beaucoup plus intéressant. Juste pour imaginer, je vous le dis là, si ce terrain-là avait été utilisé, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, ça aurait été le fun d'en débattre, qu'on puisse utiliser ce terrain-là puis le transformer pour en faire un endroit où on peut avoir du résidentiel. Sur un élément, un chiffre qui est de 30 habitations à l'hectare, on aurait pu construire 10 000 unités d'habitation. Donc, on parle d'un investissement d'au moins 4 milliards. Avec des retombées, bien sûr, importantes dans tout le secteur. Puis là, on va revenir tout à l'heure sur toute la question des garderies, des écoles. Oui. Non, mais c'est bien. Puis vous soulevez quand même une question, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, peut-être au niveau du tourisme. Quand on dit, le REM, éventuellement, il va se rendre à Pierre-Éliott-Trudeau. Parce que c'est vrai, si t'es à Drummondville, t'es en Montérégie, tu dis, prendre la voiture, me rendre à Montréal pour prendre l'avion, pour aller à Toronto, c'est sûr qu'objectivement, tu sembles beaucoup plus avantagé. Mais on répond quoi à ce développement éventuel du REM et du fait que les gens seraient peut-être plus portés à aller vers Montréal que sur la Rive-Sud? On répond que, écoutez, le REM, c'est bien beau, on en parle présentement. Quand est-ce que ça va se faire? Là est la question, premièrement.
Et nous, ce qu'on se dit, c'est en étant la région la plus populeuse au Québec, de dégager l'aéroport de Montréal, ça va être bon pour tout le monde. Et nous, l'accessibilité, les frais sont moindres également du côté de l'aéroport de Saint-Hubert, du MET. Alors nous, on le voit vraiment de façon positive que pour les Montérégiens, pour l'industrie touristique, c'est mieux d'avoir ça dans notre cour à nous que dans la cour du voisin. Je sais pas, chambre de commerce ou du côté de l'aéroport, mais quand M. Murray dit qu'il n'y a pas eu d'études, on n'a pas pris le temps. Il y a eu quand même, il y a un sondage, tu l'as mentionné tantôt. Il y a eu, je pense, le député Trudel a fait une consultation. Il y a eu quand même l'Office public, la nouvelle office là, créée par Mme Fournier, où il y a eu effectivement des consultations sur le concept d'acceptabilité sociale. Tu réponds quoi, toi, à ça, par rapport aux études, là, l'impact environnemental, tout ça? C'est un point important à soulever, puis M. Murray n'a pas tort. C'est-à-dire, le projet, dans sa forme actuelle, n'a pas été mis au grand public, puis n'a pas fait l'objet d'un processus. Et là-dessus, moi, je l'admets. Ceci étant dit, ça servait peut-être pas à quelque chose de faire cet exercice-là, parce qu'au moment où on a fait l'annonce du projet de développement de l'aéroport, ça faisait déjà 3 consultations publiques qu'il y avait sur le dossier. Et des fois, la vie fait bien les choses. C'est-à-dire, au moment où les dirigeants de l'aéroport, j'y étais pas encore à ce moment-là, où les dirigeants de l'aéroport discutaient avec les investisseurs potentiels, essayaient de réfléchir à sa forme, les consultations publiques de l'OPPL, l'Office de participation publique de Longueuil, celle de Denis Trudel, et c'était 2 excellentes consultations avec des experts sur une longue période. Il y a eu des sondages. C'est comme si on avait reçu ces rapports-là, on avait entre les mains les blueprints de ce que les gens voulaient. Et les conclusions étaient, somme toute, raisonnables. Alors, d'une part, les gens étaient favorables au développement de l'aéroport. C'est pas vrai que les rapports disaient... Là, on veut faire de la maison avec ça, puis du résidentiel. C'était pas le cas. Les gens étaient favorables, voyaient ça comme un atout stratégique pour une région, mais il y avait des conditions. Première condition, c'était pas de vol de nuit. La deuxième, c'est... Et ça, c'est réglé. Hein? Porter, là, avec les flights de nuit là, pour les travailleurs sur la Côte-Nord. C'est réglé en partie, grandement. C'est-à-dire le terminal, l'aérogare, ce que nous, on contrôle comme aéroport, ça va être fermé la nuit. Ensuite, ce qui vous laisse des avions plus respectueux, plus éco-énergétiques. Alors, ça a été fait. On a interdit les gros porteurs, même si on aurait pu. La piste est assez grande. On s'est dit, on va faire un développement avec des avions plus petits, des codes C. Alors, c'est des avions qui ont juste un couloir, ça. Et l'autre chose, c'est qu'il fallait donner un coup de main à Desserte régionale puis à la zone d'innovation. Alors, on a mis en place l'ensemble des recommandations. Et moi, je les consulte souvent, ces rapports-là. C'est pour moi une sorte de Bible. Alors, je m'assure d'avancer avec ça, puis de m'assurer qu'on répond à l'ensemble des recommandations des consultations publiques. Et c'est ce qu'on a fait. Je me tourne vers la Chambre de commerce parce que vous avez certainement réfléchi aux retombées économiques. Là, on en parle au niveau de la dimension touristique, mais il n'y a pas que le tourisme en économie, il y a aussi les industries, les entreprises, tout ça. Est-ce que... parce que c'est vrai qu'au Québec, parfois, on a l'impression qu'on y va avec des grands projets. On a vu Nordvolt, hein, avec tout l'argent qu'on y a mis, puis finalement, ça fait un petit peu patate. Peut-être que c'est là qu'il va falloir construire du logement abordable, du logement social. Mais au niveau des retombées économiques, là, plus sérieusement au niveau de la Chambre de commerce, j'imagine que vous avez creusé ça. Oui, bien, en fait, puis je reviens à la question de l'industrie aérospatiale, qui est un fleuron du Québec Inc. C'est une vue de l'esprit d'imaginer une zone d'innovation aérospatiale sans aéroport. Les joueurs majeurs qui sont installés déjà sur le territoire, puis on a la chance d'avoir le siège social de Pratt & Whitney Canada qui est à un jet de pierre. Nomme-les donc voir. C'est qui est impliqué dans l'industrie aérospatiale sur la Rive-Sud? J'en nomme quelques-uns comme ça, mais Pratt & Whitney, évidemment, qui est le principal. On a HeroDevTech qui fabrique des trains d'atterrissage, qui est quand même pas un petit joueur qui va être très sollicité dans le secteur de la défense dans les années à venir. On a un H-55, par exemple, qui représente l'avenir de l'aviation avec des capacités de motorisation électrique pour les aéronefs. Donc, on est en train de développer l'aviation de demain. Puis c'est sûr que d'avoir une infrastructure comme un aéroport qui est utilisé aussi par les militaires, la Défense nationale est installée. Donc, c'est vraiment un actif... C'est bon de le rappeler, ça. C'est ça, c'est un actif stratégique pour la région métropolitaine, pour le Québec. C'est sûr que là, je suis un peu chauvin, je parle au nom de la Rive-Sud, mais si je prends 2 pas de recul puis que je regarde cet actif-là, il joue un rôle essentiel, pas juste pour la Rive-Sud, mais pour l'ensemble du Québec. Vous vouliez réagir? Bien, je voulais réagir aux consultations. Il y a peut-être eu des initiatives positives là, qui venaient des consultations, mais un des points essentiels des consultations, c'était qu'il n'y ait pas de décision avant que les études soient faites, puis avant que les renseignements sur l'impact climatique, environnemental, social soient clairs et publics. Puis ça n'a pas été fait. Fait que la décision a été prise,
Puis là, ils sont allés de l'avant. Vous vouliez réagir sur la question des retombées économiques? Retombées économiques, mais aussi au sujet de la pertinence de l'aéroport, comme dit M. Murray. Juste pour donner une idée de grandeur au point de vue chiffre, on regarde pour la formation des pilotes de ligne actuellement. Saint-Hubert, au point de vue des écoles de pilotage, est une plateforme quand même une des plus importantes au Canada. Je dirais à peu près 20% des pilotes canadiens viennent de Saint-Hubert, sur le marché canadien qui alimente des compagnies comme Air Canada, Air Transat, tous ces grands transporteurs-là. Donc, c'est bien beau, mais d'avoir des compagnies pour aller dans le Sud, il faut des pilotes, il faut les former quelque part. Donc ça, c'est une des choses. Quand on regarde au point de vue de l'image et le fleuron, on a la chance d'avoir à Saint-Hubert, nous, on a formé Julie Payette, on a formé David Saint-Jacques, les astronautes, on a contracté avec l'Agence spatiale. On regarde au point de vue des retombées économiques, juste au point de vue des familles, des emplois, c'est vraiment des millions de dollars. Quand on regarde des étudiants de toutes les régions du Québec viennent étudier à Saint-Hubert, on parle de Gaspésie, de Lac-Saint-Jean, en parlant des étudiants étrangers aussi. Donc, on a vraiment, on a la chance d'avoir ça dans notre cours. C'est un fleuron au point de vue national. On a un deck ici au Québec. Donc, je trouve qu'au contraire, on devrait profiter et être fiers d'avoir ce fleuron-là sur l'aéroport de Saint-Hubert. Je veux juste bien comprendre, M. Murray, quand on se place en opposition, on comprend aussi qu'on n'est pas contre la mission de formation quand on parle des écoles de pilotage, tout ça. Je pense que pour tout le monde, c'est un acquis que ça existe à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est plus sur le développement commercial qu'on en a. En fait, je vous dirais, c'est même l'aéroport au complet qu'on doit remettre en question. C'est-à-dire quand on parlait de formation des pilotes, on peut bien les former ailleurs. Vous savez que pendant des années, les pilotes qu'on formait, c'était des pilotes qui venaient de l'étranger, du fait que les coûts de formation étaient très peu élevés comparativement à ce qu'on pouvait retrouver en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est vraiment l'enjeu de l'aéroport comme tel. Là, parce qu'on a tendance, on parle beaucoup de... Un aéroport qui est là depuis une centaine d'années. Là. Oui, je sais, mais il reste quand même que c'est pas immuable. On a quand même l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, qui a une capacité d'accueil qu'on peut augmenter au moins par 3 fois. On a aussi Mirabel, qui est actuellement l'endroit où on reçoit tout ce qu'on appelle beaucoup de marchandises. Et c'est aussi un élément qu'on devrait éventuellement considérer dans d'autres choses. Ce que je veux dire par rapport à ça, puis là, je vais revenir sur la question de la Montérégie. La Montérégie, c'est une immense région. Ne la prenez pas comme quelque chose d'homogène. Tous ceux qui sont dans le coin de Vaudreuil-Soulanges, est-ce que l'intérêt va être de prendre l'aéroport, de venir à Saint-Hubert? Ben non. Vous avez le REM, vous avez aussi le TGV, qui est un projet. Ben, tant le quoi? Mettre le TGV. Oui, mais là... Oui, mais ce que je veux dire, M. Letourneau, ce que je veux dire, c'est que tant qu'à faire des investissements au niveau collectif, faisons-le où ça va compter. Puis le TGV, c'est électrique. Ça ne pollue pas. Les avions, à ce que je sache, avant qu'on puisse passer à des avions entièrement électriques, ça va prendre un bail. Et là, on est dans le kérosène, qui est un polluant majeur. Donc, tout ça mis ensemble, puis quand on parle de retombées économiques, arrêtez de me parler de retombées économiques. Sans l'apport des différents niveaux de gouvernement, est-ce que l'aéroport aurait pu construire son aérogare? Je ne suis pas sûr du tout. Il nous reste 4 minutes. Je vous donne 2 minutes, puis après ça, on va aller à la pause. Puis je veux qu'on jase d'environnement, des avions électriques, puis tout après. Là. Oui? Je reviens sur les joueurs importants du secteur. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais il y a évidemment l'École nationale d'aérotechnique, l'ENA, qui forme la relève de toute cette industrie-là, qui est un joueur majeur. Puis encore une fois, eux, ils ont besoin d'une infrastructure aéroportuaire pour pouvoir fonctionner. Je suis arrivé en poste il y a 1 an et demi à la Chambre de commerce, et une des choses qui m'a frappé, c'est la qualité de l'équipe qui dirige en ce moment ce projet-là à l'aéroport. Ils sont à l'écoute. Ils sont entourés. Ils ont créé un poste de directeur scientifique avec quelqu'un qui est une sommité, un expert réputé dans toute l'industrie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que non seulement les décisions qui sont prises sont appuyées sur de la donnée empirique, mais en plus du conseil qui est à l'image de ce qui se fait de mieux dans l'industrie en ce moment à travers la planète. Je regarde notre metteur en ondes, il nous dit qu'il nous reste 2 minutes. Allez-y, 1 minute, puis après ça, on s'en va à la pause. Oui, je voulais juste dire, de notre côté, nous, le côté développement, innovation est moins problématique. Parce que c'est le côté problématique, c'est... Vous ne voulez pas la fermer, vous, là, au complet, là? Nous, ce qu'on veut, c'est une meilleure santé pour nos enfants. mais ce que je veux dire, c'est... le problème, c'est un peu comme tu mentionnais au début, dis-tu? Oui, il n'y a pas de souci. Comme on mentionnait au début, c'est l'augmentation faramineuse du nombre de voyageurs, là, de citoyens qui vont être là, de passagers. Puis c'est ça qui est problématique, c'est ça qui va faire beaucoup de vols puis qui va avoir des impacts environnementaux importants. 4 millions, on va en parler tantôt, mais peut-être le mot de la fin de ce premier bloc, puis on revient après la pause. Un mot juste pour préciser, c'est quoi la place dans l'écosystème du MET? C'est-à-dire,
toutes les métropoles du monde ont une augmentation des demandes pour du transport aérien. Puis c'est vrai pour le train, c'est vrai pour la voiture, c'est vrai. Les citoyens ont besoin de plus en plus de voyager pour toutes sortes de raisons. Et Montréal, c'est une plateforme universitaire, c'est une plateforme académique, c'est une plateforme avec beaucoup d'immigration. On voyage énormément. Ça fait pas de sens aujourd'hui en Occident de construire des aéroports, comme ça se voit au Moyen-Orient ou en Asie, de 100 millions de voyageurs annuels. L'infrastructure ne le permet pas, ça crée de la congestion. Alors, toutes les grandes métropoles du monde, Paris, Londres, puis pas loin de chez nous, Toronto, Vancouver, ce qu'ils créent, c'est un réseau d'aéroports complémentaires. Alors, on va toujours avoir un hub principal, et on s'imagine très bien que Montréal-Trudeau va rester le hub des gros porteurs, des avions de connexion. Et nous, notre rôle dans cet écosystème-là, c'est d'être un aéroport secondaire qui va rejoindre les gens du centre-ville, de l'est de l'île de Montréal, de la Rive-Sud, avec des vols, des avions plus petits, qui ne font pas de la grande connexion, qui font des courtes distances. Et c'est notre place. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'il faut entrevoir le développement des aéroports, non pas avec un monstrueux aéroport, là, comme certains autour de la table pensent que c'est une bonne idée, mais plutôt avec un réseau d'aéroports qui a une concertation, qui travaille, dont chacun des aéroports peut avoir une niche. Alors nous, ici, là, des gros porteurs qui font de la connexion, on n'en aura pas. Du cargo, on ne fera pas ça. C'est des vols de nuit, c'est des gros avions. Alors, on a décidé d'y aller avec un modèle d'aéroport qui s'intègre très bien dans l'environnement ici. Puis, je pense que c'est la façon de faire. On a fait un premier tour de table quand même pas mal intéressant jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Alors, on est de retour pour la deuxième partie de notre émission. Juste rappeler que nous avons avec nous en studio, comme porte-parole de l'aéroport, Simon-Pierre Diamond. Il y a aussi François Trépanier, qui est directeur général adjoint de Tourisme Montérégie. Martin Murray, Coalition Halte Air. Jean-François Lévesque de la Chambre de commerce, qui est PDG. Maire au front, qui est représenté par Sylvie Quentin. Et il y a Thierry Dugrip qui représente le collège Air Richelieu. J'ai-tu oublié le monde du tourisme, là? Non, hein, je t'ai pas oublié. Non, je t'ai nommé. Parfait. Et ça, j'ai oublié de le faire au départ. Notre ami journaliste Benoît Normand, qui est avec nous. Bonjour, Jacques. Qui nous accompagne et qui va lancer la discussion sur la dimension environnementale. Oui, parce que c'est un aspect qui est fondamental dans ce débat pour les citoyens, entre autres, tous ceux qui habitent autour de l'aéroport. Et je vais demander à M. Murray, parce que Alter a interpellé souvent, particulièrement à Saint-Bruno, la ville de Saint-Bruno, avec le dossier des particules fines. Qu'est-ce qu'on sait au niveau des particules fines et des études qui ont été faites à ce sujet-là? En fait, les particules fines, vous avez ce qu'on appelle les particules fines 2,5 microns et moins, 2,5 microns et moins, puis vous avez aussi des particules ultra fines, 1,5 micro, 1 micro et moins. Donc, ce qui est mesuré beaucoup, c'est souvent les particules fines de 2,5 micros et moins. Et évidemment, c'est un polluant majeur. Donc, bien sûr, quand ces particules-là qui sont des résidus du kérosène, quand les avions volent au-dessus de votre tête, produisent bien sûr des résidus, et ce sont des particules. Au même titre que quand vous utilisez votre foyer, votre poêle à bois, mais évidemment, ça produit des résidus, et ces résidus-là se retrouvent dans l'air, et les gens les respirent. Et le problème que ça pose, à plus ou moins long terme, c'est qu'évidemment, plus la particule est fine, plus elle va descendre profondément dans votre organisme au niveau de vos poumons, et ça devient un irritant. Puis éventuellement, cette irritation-là crée une inflammation, et l'inflammation peut éventuellement développer toutes sortes de maladies, notamment des cancers, des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Et vous savez que, puis juste pour faire un petit aparté par rapport à ça, là, les gens vont nous dire, oui, mais c'est difficile de faire le lien de cause à effet entre un élément et un autre. Vous savez qu'actuellement, le nombre de cancers chez les moins de 50 ans augmente beaucoup. Les cancers colorectaux chez les moins de 20 ans aussi est en augmentation, moins de 30 ans. Donc, on a un phénomène de société qui se passe. Et là, vous savez que génétiquement, on n'est pas tous au départ, là, pourvu du même bagage génétique. Vous avez des gens qui, eux autres, comme la personne qui va dire, moi, j'ai fumé toute ma vie. À 98 ans, je me suis fait écraser. En fait, il est mort parce qu'il s'est fait écraser dans la rue par un véhicule. Alors qu'une autre personne va fumer, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'années, va développer un cancer. Donc, c'est la même chose. Donc, on n'a pas les mêmes capacités. Et ces particules fines-là vont s'adresser à des personnes, en fait, vont avoir des effets délétères auprès des personnes qui, justement, ont certaines sensibilités. Fait que ça, cet aspect-là est important. Donc, au niveau des avions, plus vous avez d'avions qui volent, plus vous avez d'avions qui utilisent du kérosène. Actuellement, le problème aussi qu'on a avec les petits avions fonctionne avec de l'essence au plomb. Les gens l'ignorent, mais le plomb est un problème majeur. Je voulais aussi vous avertir par rapport à ça. C'est que vous savez qu'au niveau, dans un rayon d'1,5 km à peu près de l'aéroport, vous avez actuellement 4 écoles, 11 garderies et 4 RPA. Et donc là, ça veut dire qu'on vole au-dessus d'un milieu qui est densément peuplé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On n'a pas parlé du bruit. Toutes les études au niveau du bruit donnent
comme Il y information. en a du bruit en ce moment, là. Hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de bruit. Et c'est pour ça qu'on le voit. D'ailleurs, ça fait augmenter notre débit cardiaque. Plus on parle, plus notre cœur se bat. Et c'est la même chose au niveau le bruit quand vous êtes réveillé durant la nuit. Tout ça a des effets sur la santé à plus ou moins long terme des gens. Donc, l'environnement, oui, parce que la production des gaz à effet de serre a pour effet de créer... Vous savez que au moins, si on parlait de 4 millions de passagers par année, on parlait d'au moins 500 000 tonnes de GES additionnels qu'on émet dans l'atmosphère. Fait que tous ces éléments-là, c'est sûr qu'en quelques minutes, on ne peut pas brosser le Mais ce que vous dites là, M. Murray, c'est bon pour tous les aéroports à la grandeur de la planète. Tous les aéroports. Et c'est pour ça que je reviens à la question du REM, à la question du TGV. Donc, on réussit à transporter les gens sans produire de gaz à effet de serre, sans produire de pollution de ce type-là, comme les particules fines. M. Dugrip, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir sur quand on parle de pollution au niveau des petits avions. Si on regarde au niveau de l'essence, quand M. Murray dit de l'essence avec plomb, si on regarde la certification des avions fonctionne effectivement avec de l'essence avec plomb. Cependant, maintenant, toutes les écoles tournent avec ce qu'on appelle du 100 LL, low lead, des faibles teneurs en plomb. Okay, au point de vue consommation d'essence. Donc, on n'utilise pas du jet fuel, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là, et c'est de l'essence faible teneur en plomb. Ça, c'est la première chose. Si on regarde à quoi correspond la pollution d'une école, par exemple d'une école de pilotage comme nous, au point de vue d'avion, on a fait calcul en déterminant le nombre d'heures de vol qui est fait par avion chaque année. Ça correspond, en fin de compte, pour la grande région de Longueuil, à peu près comme 4 voitures qui fonctionneraient à temps plein par jour, 24 heures sur 24, sur toute la grande région, ce que fait comme pollution une école comme la nôtre. Donc, si on regarde 4 voitures sur l'environnement, il faut le remettre aussi dans le contexte en tant que tel. C'est quoi par rapport au pourcentage de véhicules qui sont toujours en service sur le réseau. Donc, ça, c'est pour première chose. Quand tu entends du côté de l'aéroport les arguments concernant l'environnement, la pollution, tout ça, comment on réagit? Bien, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire l'équipe du Met est extrêmement mobilisée sur tout l'enjeu de la qualité de l'air. On fait affaire avec les plus grands experts au monde là-dessus. Il y a des analyses de fait? Bien, la démarche est la suivante, parce que les analyses, ils doivent se faire sur une année, puis on doit être en opération. Alors là, on ne l'est pas encore. Les vols vont commencer l'année prochaine. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, nous, en première étape, phase 1, c'est de la modélisation. On connaît les types d'avions, on sait à quelle heure ils décollent, alors on va faire une modélisation. Deuxième chose, c'est qu'on va installer des capteurs tout autour de l'aéroport, qui vont être permanents, qui vont nous permettre de voir c'est quoi l'état de la situation. D'ailleurs, ces capteurs-là vont être publics, c'est-à-dire nous, on s'engage par question de transparence. Très peu d'aéroports au Canada puis au monde le font, mais on va rendre public les données de ces mesures-là. Et de cette façon-là, on va être capable d'être plus proactif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre les mesures nécessaires, soit de s'assurer qu'il n'y a pas de poussière sur les pistes, un polluant important. L'autre chose, c'est de faire la police. Il y a certains avions plus vieux, plus vieillissants, mal entretenus, qui, là, pour l'instant, échappent, passent dans les mailles. Nous, on va être capable de faire la police et de le ramasser. Mais là, je veux juste mettre les choses en perspective. Dans la grande région de Montréal, on est très chanceux. C'est-à-dire la qualité de l'air est parmi les meilleures qualités de l'air à travers le monde. Donc, il ne faut pas faire peur aux gens, là. Et l'autre chose, c'est qu'il existe déjà ce qu'on appelle IQ Air, qui est un grand registre de l'ensemble des villes du monde avec une série de capteurs de particules fines qui sont disponibles. Et il y en a un présentement entre les 2 pistes à Montréal-Trudeau. Alors, il ne peut pas être plus sur l'aéroport. Et généralement, là, vous pouvez le consulter. Moi, je le fais régulièrement. Il y a peut-être autour de 25, 27 d'indices. Et là, si on se déplace pas trop loin, là, juste à Côte-de-Liest, ça c'est une autoroute, alors là, on se retrouve, on est à 44. Alors, la situation du réseau autoroutier est pas mal plus inquiétante. Puis moi, si j'étais les gens de la coalition Alter, peut-être que je regarderais l'autoroute 30 place 116 avant d'attaquer l'aéroport. Donc, plus d'autobus électriques, plus de trains, plus de tramways, plus de camionnage, etc. Plus de REM, oui, parce qu'on sait que le camionnage est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Du côté de Maire au Front, on sait qu'il y a une préoccupation environnementale. Quand vous entendez M. Murray, quand vous entendez M. Diamond, comment on se positionne? Bien, là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Mais allez-y sur une ou deux. Le côté que l'impact du routier aussi. Mais c'est sûr qu'avec l'augmentation à l'aéroport, il va y avoir aussi beaucoup d'augmentation en termes de circulation autour, donc aussi beaucoup d'augmentation. Mais pour la pollution, je pense 2 choses que j'aimerais dire. Que ce soit la pollution atmosphérique ou la pollution sonore, l'impact est plus grand chez les enfants.
Fait que ça, c'est démontré. Puis, entre autres, à l'école, des difficultés d'apprentissage, des difficultés à lire, à comprendre, des difficultés de mémoire et d'attention. Fait que c'est vraiment quelque chose à considérer en priorité, l'impact sur les enfants. Puis, l'autre chose, c'est que nous, l'idée des capteurs, on trouve ça vraiment intéressant. Là, ce qui m'a fait réagir, c'est de dire ça va être dans 1 an après qu'on va être en opération. Mais là, l'aéroport, il est déjà en opération. Puis à chaque fois qu'on pense à des études ou qu'on veut analyser des données, bien, on a toujours besoin d'avoir une base, puis ensuite, on peut comparer. Fait que moi, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces données-là, puis ces capteurs-là, puis ces données-là, bravo qu'ils soient publics, mais que ça soit fait tout de suite avant que l'augmentation de trafic se passe pour qu'on ait une base de comparaison. Et que ça soit vraiment... le fait que les données soient publiques, c'est essentiel. Là, je ne sais pas exactement avec qui, puis quel... Il faut aussi que ça soit pas seulement au niveau spécifiquement sur l'aéroport, mais un peu plus large dans la ville, parce que l'impact est un peu partout à l'intérieur de la ville. On va revenir tantôt sur les déplacements, le transport, les infrastructures routières, tout ça, là, sur l'achalandage de l'aéroport, mais vous soulevez effectivement un bon point. Moi, j'aurais le goût de vous entendre, parce qu'on est quand même dans une période de transition, on parle de développement durable où il faut concilier les enjeux économiques avec les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. L'avion électrique, là, parce qu'on ne croyait pas à ça, au niveau des voitures, il y a 20 ans, les gens disaient... Moi, je me rappelle, mon père disait, oh non, les chars sont au gaz, puis ils vont toujours rester au gaz. Puis, moi, je suis de la génération où on disait, ce serait bien plus économe si ça marchait à l'eau. Mais bref, on a développé quand même quelque chose, même si Donald Trump a l'air de dire qu'il n'en veut pas plus, il est obligé de dire qu'il s'en achetait une pour rassurer son ami de Tesla. Là. Donc, on croit-tu à ça? Oui, M. Gripp. Oui, juste avant pour l'avion électrique, juste un petit commentaire sur les nuisances sonores que disait Madame à côté. Au niveau des nuisances sonores, il faut savoir que sur l'aéroport de Saint-Hubert, tous les avions d'école sont équipés de silencieux, qui a été approuvé par un groupe de résidents aussi, une entente qui a été faite, et on est le seul aéroport au Canada où les avions sont équipés, les avions d'école sont équipés au point de vue de silencieux. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Ils font pas beaucoup de bruit, là. Ils font beaucoup moins de bruit que les normes classiques d'un avion. Et on a l'obligation d'équiper ces avions-là avec. Ça a été, je dirais, entériné par un juge. Donc, tout est clair. On a la chance d'avoir ça à Saint-Hubert. En ce qui concerne l'avion électrique, il faut savoir que le Collège de Richelieu a été le premier et la seule école à travers le Canada à avoir l'autorisation d'opérer un avion 100% électrique. Je dis rien, 100% électrique. On a eu les papiers, la certification de Transport Canada pour opérer cet avion électrique-là. C'est un avion européen, il s'appelle le Pipistrel. Le modèle d'affaires de l'avion électrique, il n'y a pas beaucoup d'autonomie, on ne peut pas aller très très loin avec, donc c'était juste pour aider les étudiants à pratiquer leur phase de décollage et d'atterrissage en boucle. Et puis on trouvait qu'au point de vue pollution, c'était très agréable, c'était bénéfique à ce qu'il pouvait y avoir. Si on regarde, on était prêt à prendre... on a fait après l'étude de marché, est-ce que c'est viable financièrement? Bon, c'est pas du tout viable financièrement au début, mais on a dit on est prêt à prendre 50% de la perte là-dedans pour développement futur. Et on est allé voir le gouvernement, les gouvernements fédéraux et provinciaux, dire est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'il est approuvé, il est certifié, puis on voulait changer une partie de notre flotte d'avions sur les avions électriques. On a reçu de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux, on n'a eu aucun appui au point de vue d'aide financière. Suite à ça, on a dit, regardez, il n'y a pas de rentabilité avec. C'est le gouvernement Ontario qui est venu chercher toutes nos recherches, nos papiers, nos certifications, et ça a été déplacé en Ontario. Et c'est maintenant une école en Ontario qui utilise l'avion électrique. Donc, juste pour vous dire que oui, au niveau des écoles, ça existe. Ça n'a pas encore la performance qu'on voudrait avoir, mais c'est un début, je dirais, au point de vue. Je reviens peut-être à Jean-François Lévesque de la Chambre de commerce. Tantôt, tu parlais de toute l'industrie aéronautique, aérospatiale sur la Rive-Sud. Il doit y avoir de l'intérêt au niveau de cette question-là, à ta connaissance, par rapport à l'électrification de l'aéronautique? Oui. En fait, je dirais que l'électrification, c'est un volet possible pour décarboner l'industrie. J'évoquais la zone d'innovation aérospatiale tout à l'heure. En fait, c'est un des deux objectifs de la zone d'innovation, c'est de contribuer à décarboner l'industrie. Ça passe par une meilleure efficacité des systèmes de propulsion, ça passe par des tests sur des types de carburants. Donc, même en ce moment, sans que les appareils soient électrifiés, il y a une empreinte carbone qui est beaucoup moindre avec les avions modernes, dont ceux de Porter, qui seront utilisés dans le projet de l'aéroport, que ce qu'on retrouvait il y a même 5 ou 10 ans. Puis, tu sais, je reviens peut-être à une position de principe.
l'aéroport n'invente pas le besoin. Tu sais, les gens veulent voyager. Puis, à un moment donné, il y a une question à se poser qui est, est-ce qu'on en veut de ce projet-là chez nous? Parce que la réalité, c'est que le voyageur qui aurait l'option de venir à Saint-Hubert pour prendre un vol, s'il ne vient pas ici, il le prendra ailleurs. Donc, comme région, c'est un peu notre réflexion sur le développement économique d'un projet comme ça, c'est de se dire, à partir du moment où on a un projet qui est responsable dans sa façon d'approcher le développement, est-ce que c'est assez structurant pour qu'on souhaite l'accueillir chez nous? La beauté de l'affaire en ce moment, c'est qu'il est déjà là. Donc, c'est juste de poursuivre le développement d'un projet qui est existant. Quand on sait très bien que plusieurs autres régions, que ce soit au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord, seraient jaloux d'avoir une infrastructure comme cela à leur disposition. Oui. Je me tourne de votre côté au niveau du tourisme avec François Trépanier. Il y a quelqu'un du public qui nous a écrit pour qu'on nous explique qu'est-ce que ça veut dire pour le tourisme. Ça veut-tu dire, la personne dit, est-ce que les gens vont prendre l'avion pour venir à Saint-Hubert pour aller voyager, cueillir des pommes à Rougemont? Je comprenais pas ça de votre intervention. Je pense qu'on parle plus d'un développement touristique autour de l'aéroport, des gens qui vont se déplacer vers Saint-Hubert pour prendre l'avion, n'est-ce pas? Absolument, c'est comme ça qu'on le voit, nous, pour dégager Montréal. Et on le voit aussi de l'autre côté. Quand je parlais de l'impact du tourisme d'affaires, la Montérégie, on est une des régions les plus populaires au Québec pour le tourisme d'affaires, tout ce qui est organisation de congrès, de réunions. Et comme je le mentionnais, en ayant des vols de l'extérieur du Québec, en restant au Canada, nous, ça nous permet d'aller chercher ces gens-là qui, peut-être, avant, seraient allés à Montréal. Là, on a la chance de les faire atterrir chez nous, de les faire dormir dans nos hôtels, de les faire consommer chez nos partenaires touristiques, la restauration. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Ça veut dire du développement immobilier, hôtelier autour de l'aéroport, là. Il y a un projet. Restauration, éventuellement, oui. Oui, il y a un projet de construction d'hôtels qui va commencer incessamment. Ça ne va pas faire compétition aux hôtels de François. C'est vraiment un hôtel 3 étoiles, l'Holiday Inn Express. C'est fait pour les voyageurs, surtout de la desserte régionale, qui ont un vol très tôt, qui veulent se déplacer la veille, etc. Donc, pas nécessairement de restaurant là-dedans, pas de spa, mais vraiment pour les équipes, les pilotes, les agents de bar, le personnel qui a besoin de dormir là une nuit. Alors, ça fait partie du projet, mais effectivement, c'est certain que les retombées pour le tourisme vont être présentes. D'ailleurs, on a une table de concertation régionale où participent tous les élus de la région puis les acteurs de l'écosystème. Et là-dessus, beaucoup grâce au leadership de Tourisme Montérégie, on a un groupe de travail qui se penche sur l'avenir du tourisme puis comment on peut profiter de l'aéroport pour être capable d'avoir des retombées touristiques. Il y a une personne qui nous a écrit qui dit on va-tu pouvoir aller au Mexique, dans les Caraïbes, en Floride un jour? Va-tu avoir une douane à l'aéroport un jour? Non, c'est une question qu'on reçoit beaucoup, là. Malheureusement, non, il n'y aura pas de vols internationaux. Ce n'est pas un projet destiné à la desserte internationale. Malheureusement, parce qu'on l'aurait souhaité. Il y a plusieurs facteurs. Alors, d'une part, ça n'est pas possible, parce qu'il y a présentement un monopole d'aéroport de Montréal sur les vols internationaux qui est encore bon jusqu'en 2072. Mais même dans l'abstrait, là, si on pouvait le faire, la réalité, c'est que ce n'est pas ce qu'on a dit aux gens. Ce qu'on a dit, c'est qu'on construisait une desserte domestique. Il n'y a pas de douane dans le projet, alors on ne pourra pas s'inventer demain matin des vols internationaux. Et aussi, ce qu'on veut, nous, c'est s'assurer de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire, avant d'arriver avec quelque chose comme ça, il faut que les élus soient d'accord, il faut que la population ait son mot à dire. Alors, ça ne sera pas demain matin, là, on fait un projet qui est domestique. Il nous reste 5 minutes. Benoît voulait relancer une question. Oui, parce qu'on entend beaucoup parler de l'influence, le tourisme et le nombre de vols qui va augmenter. On le sait, d'ici la fin de 2025, c'est 2 millions de voyageurs, 92 vols de Porter. Ces avions-là vont passer sur la tête des gens qui sont déjà dans les quartiers, je pense à Saint-Hubert, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du bruit, de l'environnement sonore, M. Murray, si vous voulez réagir là-dessus? Le bruit à Saint-Hubert, en fait, qu'est-ce que ça va représenter? C'est ça. La question qui se pose actuellement, c'est que là, on se promène au niveau des chiffres. Là, on parle de 2 millions. Au départ, à un moment donné, on parlait de 4 millions. On a même vu des graphiques dans lesquels on parlait de 15 millions. Bon, c'est que nous, on est parti du principe qu'éventuellement, ce qu'on visait, c'est 4 millions. D'ailleurs, la question qu'on doit se poser, à quel niveau l'aéroport devient rentable? 1 million, 2 millions de passagers, parce qu'il y a des coûts reliés à ça. Bon, ça veut dire que c'est un élément important. L'autre chose que j'aimerais aussi signaler, c'est qu'autant du côté de l'aéroport de Billy-Bishop, on a l'information financière, elle est accessible. Autant au niveau de l'aéroport de Montréal, on a des rapports annuels qui sont produits. Du côté d'HL ou de Met, c'est tout à fait, là, on est incapable d'avoir l'information. Fait qu'on aimerait bien avoir l'information pour savoir la situation financière de cette entité-là, vers quoi on navigue, sans jeu de mots,
Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de rentabilité à plus ou moins long terme? Quand on parle de 92 vols par jour, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en moyenne, si on parle de, mettons, 7 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir, on parle de 16 heures, ça veut dire qu'on parle d'à peu près 6 vols à l'heure. Et là, vous savez, quand les avions se promènent, c'est 6 vols à l'heure, c'est à peu près un vol aux 10 minutes. Mais l'avion, lui, il atterrit pas. Fait que durant la période, on peut toujours avoir du bruit autour de nous. Et puis, on parle du bruit, on parle aussi de la pollution, tous ces éléments-là. Et les réponses, on ne les a pas. On parle d'un avenir. On parle éventuellement d'avoir des avions silencieux, d'avoir des avions électriques. Je vais le répéter, c'est-à-dire, je l'ai dit à plusieurs reprises. Le PDG de Lufthansa disait, si du jour au lendemain, je transformais mes avions actuels en tout électrique, je consommerais la moitié de l'électricité de l'Allemagne. Donc, ce n'est pas pensable avant un horizon de 2040-2050. Oublions ça. Sur des éléments de, oui, éventuellement, pour faire des courtes distances, on peut utiliser... Fait que tous ces éléments-là, les réponses, on ne les a pas. Et on essaie de nous vendre un projet qui, pour moi... Avant, parce que c'est toujours la même chose avec tous ces projets-là, que ce soit par exemple Nordvol, c'est toujours dans l'urgence, il faut toujours agir de façon urgente, il faut procéder, pas de batte, pas de ci, pas de ça. Et en bout de ligne, ceux qui sont lésés, c'est qui? Ce sont les citoyens qui subissent les conséquences de ça. Et en fait, ça se révèle après coup que ça avait des effets incidents sur la santé. C'est ça le problème qu'on a. Et ces éléments-là, ces questions-là au départ, le moratoire, c'était justement pour s'asseoir. Il n'y avait pas d'urgence nationale de procéder comme on a procédé. Le rapport de l'OPPL a été déposé au mois de novembre, et on l'a dit, avant d'aller de l'avant, il faut procéder à. Et l'annonce a été faite au mois de février 2023. Donc, au mois de novembre 2022, et là, donc, il n'y a absolument rien qui s'est produit, et on a décidé qu'on allait de l'avant, puis là, après coup, on est en train de construire l'avion pendant qu'on vole. Fait que c'est ça le problème. On essaie de justifier, après coup, que ça ne sera pas si pire, que ça va générer... Et tout moi, la question aussi des retombées touristiques... Oui, là, vous avez plusieurs sujets dans votre intervention. Mais ça fait partie de cet élément-là. Oui. C'est-à-dire que là, on se dit, on vend un projet parce que ça a des conséquences au niveau touristique, au niveau de ci, au niveau du développement économique, mais tout ça... c'est facilement remplaçable par d'autres éléments. Il nous reste peut-être 2 minutes, rapidement, oui. Puis après ça, je donne la parole à Simon-Pierre Diamond. Il y a eu des études quand même, M. Diamond, qui ont été faites sur le bruit. On a essayé de calculer ou de prévoir déjà au moins qu'est-ce que ça va représenter, le bruit, pour les résidents. Oui, tout à fait. Puis on les a rendus publics, on les a transmis d'ailleurs à la Coalition Alter, de même que les études environnementales, les études de mobilité, etc. En fait, à chaque fois qu'on nous demande des études, on la transmet. Et c'est vrai pour les médias, c'est vrai pour la Coalition Alter. Je veux clarifier quelques affaires qui ont été dites là, sur notamment les chiffres, parce qu'il y a un peu de confusion. Puis, bon, on construit un terminal dont la capacité maximale serait de 4 millions de voyageurs par année. Alors ça, c'est si tous les avions sont pleins puis la croissance est forte. Si ça se trouve, on ne va jamais même parvenir à cette capacité-là. Nous, on pense qu'on va y arriver dans une quinzaine d'années. Jour 1, là, alors c'est-à-dire ouverture du terminal, on va être à peu près à 1,8 million de voyageurs. C'est un peu moins que la moitié de la capacité. Et sur le nombre de vols, là, c'est pas 92, mais on fait entre 30 et 40 vols de Porter pour commencer. Et c'est somme toute extrêmement mineur. Là, présentement, c'est le mois de mai là, qui commence. C'est une belle période pour l'aviation. On va avoir à peu près entre 300 et 400 décollages par jour. Alors, somme toute, nous, on arrive, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de ce qui se passe. Et même, je vous le dirais, à terme, là, il va y avoir moins de décollages à l'aéroport que ce qu'on a connu dans les dernières années. On va y revenir après la pause sur justement la question de l'achalandage et aussi la circulation autour de l'aéroport. Comment on s'y rend, la voiture et tout, après la pause. On est de retour à notre émission spéciale sur l'aéroport de Saint-Hubert. Juste rappeler qu'avec nous en studio, Collège Air Richelieu, Thierry Dugrip qui est le directeur. On a aussi Sylvie Quentin qui est porte-parole de maire au front. Jean-François Lévesque, Chambre de commerce de la Rive-Sud. Martin Meuret, Coalition Halte Air. Et François Trépanier, Tourisme Montérégie. Simon-Pierre Diamond, aéroport Met. Hein, on va commencer là, à le dire là, pour que ça nous... Merci Jacques, c'est gentil. Oui, qu'on commence à l'introduire, tu sais, ouais. et à l'assimiler. J'aimerais ça que tu reviennes, parce que là, on discutait d'achalandage. Il va-tu avoir plus de vols, moins de vols, plus de monde? Comment que le monde va se rendre là? Va-tu avoir plus de bouchons de circulation? Ouais. Va-tu avoir plus de bruit de vol? J'aimerais ça que tu te donnes des chiffres là-dessus. Oui. La mobilité, là, c'était un enjeu qui est sorti de la table de concertation. Il y avait dans le passé, là, avant la construction, puis pendant la construction du projet, plusieurs études de circulation de mobilité qui avaient sorti, mais chacune d'elles était un petit peu imparfaite. Il y en a que c'était juste le terminal qui était regardé, mais sans les projets de développement de la zone d'innovation. D'autres, c'était juste sur les réseaux artériels.
pas les grandes autoroutes. Alors, il a été demandé par la table de concertation pour les élus de faire un autre tour de roue là-dessus. Alors, on a mandaté des experts qui ont construit une plateforme en ligne, interactive, basée sur l'achalandage des téléphones cellulaires. Alors, ils ont capté 20 du trafic. Alors, ils achètent des données via les téléphones cellulaires et grâce à de l'intelligence artificielle, on est capable de faire de la modélisation. Alors, nous, on a transmis à cette firme-là l'ensemble des vols de Porter pour l'ouverture et des autres partenaires du site. Et ils ont été capables de simuler c'est quoi l'impact qu'on a sur le trafic, sur la mobilité. Alors, quelques chiffres là-dedans. Première des choses, on va avoir à peu près 8000 voyageurs par jour. Si on découpe là, le 2 millions de voyageurs qu'on va avoir à l'ouverture, là, c'est à peu près 8000. Ça, c'est considérant que tous les billets d'avion sont vendus et qu'il n'y a pas un siège de libre. Alors, on est allé avec le scénario agressif. Ça fait sur la route, parce que bon, il y a un ratio d'à peu près 10 à 15 qui vont prendre le transport public, d'autres sont à périphérie, d'autres, ça va être des proches qui vont venir leur conduire. Ça fait à peu près 3700 voitures de plus par jour sur la route. Somme toute, là, lorsqu'on regarde l'autoroute 30, c'est 100 000 voyageurs par jour. La 116, c'est à peu près 80 000 voyageurs par jour, auto. Là. Alors, nous, on s'insère là-dedans comme assez bien. Mais la bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que les horaires de vol sont décalés du trafic ambiant normal. Alors, pour l'aéroport, le moment où on a le plus de décollage puis d'atterrissage, c'est le moment où il y a le plus de monde dans le terminal. Ça, c'est à midi. Et après ça, on va avoir une deuxième pointe passé 6 heures. Alors, c'est là que, par exemple, les vols de Toronto, Vancouver... Donc, on essaie d'éviter l'heure de pointe, là. On évite l'heure de pointe. Concrètement, là, le matin, entre 7, 8, 9, on ajoute 200 voitures sur la route. Et le soir, là, 4-5 heures, 200 voitures aussi. Alors, c'est vraiment un impact d'une moyenne entreprise. N'importe quelle moyenne entreprise qui rouvre dans la zone d'innovation va générer à peu près ça comme trafic. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Là où on a le plus de monde sur la route, c'est à l'heure du lunch. Et c'est pas là où c'est problématique. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur cette question-là? En fait, Oui, M. Murray. On a toujours tendance à prendre notre entreprise et à la regarder dans sa petitesse. On oublie de regarder tout ce que ça amène au niveau de l'ensemble. Vous savez qu'actuellement, on a 3 immenses entrepôts qui se sont construits le long de Clairvue. C'est des camions qui vont se déverser à toute heure du jour, donc sur la 30 en très grande majorité. La 30 qui bouchonnait presque à longueur de journée, puis il ne faut pas qu'il arrive un incident sur un tronçon de la 30, ça bloque. Vous avez aussi le port de Contrecoeur. Le port de Contrecoeur, il y a des projets, et de mémoire, je pense, on parle de plusieurs centaines de milliers de camions qui vont passer sur la 30 quand ce port-là va être opérationnel. Donc, tout ça s'ajoute à un ensemble. Là, on parle évidemment d'avions, on parle de voitures, etc., mais tout ça s'ajoute à un phénomène qui est déjà problématique. Je reviens sur la question, là, on a tendance à minimiser, on se dit, bien, vous savez, c'est juste 30 vols par jour. Moi, je l'ai vérifié dernièrement, quand un jet est dans les airs, quand un avion est dans les airs, avant qu'il atterrisse, même si je dis c'est pas beau, on le voit passer. Au-dessus de Saint-Bruno, l'année passée, on se posait la question, mais qui ça? Parce que pendant 3-4 minutes, dépendamment évidemment du plafond, tu l'entends. Et là, quand on parlait d'avions d'affaires, ils ne sont pas nécessairement d'heures d'arrivée précises. Ils peuvent arriver à des heures en dehors, des heures dites normales. J'ai aussi un autre phénomène. Cette semaine, une personne m'a envoyé un courriel disant qu'elle a été réveillée à 4h48 du matin par un vol de Pascan qui allait à l'aéroport de Montréal. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se promènent un peu en dehors des heures. Fait que la personne s'est fait réveiller à 2 reprises par 2 avions qui ont décollé avant 6 heures. Ça, je pourrais vous donner l'information, M. Diamond, si vous voulez. Fait qu'on est dans ce phénomène-là et c'est extrêmement dérangeant. Là, on a toujours... C'est ça qui me sidère. On a tendance à minimiser les impacts et à majorer les retombées. Alors que pour moi, c'est un ensemble d'éléments et la majoration... Je reviens à la question économique. Est-ce que c'était le meilleur projet sur ce terrain-là? La question est posée et on n'a jamais eu de réponse. Et c'est pour ça qu'une analyse complète avant terme aurait permis de voir ce qu'on a. Est-ce qu'on reste avec cet aéroport-là? Est-ce qu'on s'en va vers des vols commerciaux, 2 millions de passagers? C'est quoi le seuil de rentabilité? Est-ce qu'on migre vers 4 millions de passagers? Vous savez que du côté de Billy Bishop, il plafonne au niveau des vols parce que là, actuellement, Billy Bishop, il n'a pas atteint son niveau d'avant 2019. On est à peu près 2 millions de passagers par année. Oui, M. Dugrip. Oui, je voulais juste préciser sur l'achalandage de l'aéroport. Faut remettre un petit peu dans le contexte. Je suis d'accord un peu avec Simon lorsqu'on parle de 30-40 vols de plus par jour. Juste au point de vue des chiffres et qui sont publics, c'est par Transport Canada. Transport Canada, l'aéroport de Saint-Hubert, il y avait à peu près dans les années 80 320 000 mouvements
d'avions sur l'aéroport. C'est les chiffres officiels du gouvernement. Je dirais, là-dedans, il y avait à peu près les 3/4 étaient faites par les écoles de pilotage à l'époque. Si on regarde ces mouvements-là aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres, Simon pourrait plus répondre à cette question-là. Mais 120 000. OK, donc, On est à 120 000 en ce moment. donc on a diminué par 3 fois le nombre de mouvements sur l'aéroport. Donc, il faut le remettre aussi un petit peu dans le contexte lorsqu'on dit, OK, il y a un achalandage énorme en termes de mouvement par rapport aux années antérieures. Du côté de la Chambre de commerce, M. Lévesque? Ben, je reviens à la question d'un projet alternatif. Tu sais, c'est une hypothèse qu'on entend depuis tantôt, puis c'est faire fi de la réalité telle qu'elle est en ce moment. Tu sais, la zone aérospatiale, c'est 80 entreprises qui font des affaires en ce moment. Donc, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, c'est fini, vous déménagez. Donc, c'est un écosystème qui est très sophistiqué aussi, avec des emplois de haute qualité. C'est 8000 emplois qui sont liés à l'aérospatiale en ce moment à Longueuil. Donc, il y a ça. Puis après ça, sur toute la question de l'achalandage, c'est sûr que le rôle d'un organisme comme le nôtre qui couvre l'ensemble de la Rive-Sud, c'est justement d'avoir une vue d'ensemble sur le transport. On est en contact avec les joueurs importants sur les différents projets de développement économique. Puis ce que je dirais, c'est qu'en ce moment, il ne faut pas penser le développement économique en fonction du déficit d'infrastructures que l'on a et que l'on connaît, mais plutôt s'assurer d'avoir des infrastructures qui vont supporter la capacité de la région à se développer dans des créneaux qui sont porteurs, et certainement que l'aérospatiale en est un. Je vais vous poser une question, M. Lévesque, parce que moi, souvent, je reviens à cette émission que le métro de Longueuil finit au métro de Longueuil depuis 1967. Là. Puis il y a déjà eu des projets de Léo puis de tramway. On peut imaginer qu'un jour, si jamais on va dans le sens du développement, ce qui semble évident de l'aéroport de Saint-Hubert, on peut imaginer un jour qu'il y a un transport structurant collectif qui pourrait se rendre jusqu'à l'aéroport? Bien, c'est ce qu'on souhaite. T'sais, la réalité, c'est qu'il faudrait que ce soit ça. Puis encore une fois, je le répète, Montérégie, 2e région économique au Québec. En ce moment, nos infrastructures ne reflètent pas le poids économique relatif de la région. Puis un des mandats de la Chambre de commerce, c'est de continuer de pousser justement pour qu'on reçoive les investissements qui nous sont dus. Madame Quentin, de Maire au Front, vous vouliez réagir? Oui, bien, en fait, c'est quand on dit qu'il faut faire fi de la... faut pas faire fi de la réalité. Mais pour moi, la réalité, elle est beaucoup plus que la réalité économique. Elle est la réalité environnementale, elle est la réalité, la crise climatique dans laquelle on vit. Et puis, de dire l'aéroport fait juste suivre... Un instant. Pensez-vous que ça peut se concilier, ça? Économie, environnement, développement durable, vous croyez à ça? Bien, je pense que ça peut se concilier. Il faut que ça se concilie. Mais pour que ça se concilie, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense puis qu'on l'intègre dans les décisions. Et vous considérez qu'en ce moment, on ne tient pas compte des impacts environnementaux? On n'en tient pas suffisamment compte, entre autres, avant de prendre des décisions. OK? On essaie après ça. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des efforts pour améliorer puis en tenir compte. Mais il faut aussi que, collectivement, qu'on se remette en question à travers tout ça. Puis qu'on se dise, OK, notre façon de fonctionner, on parlait tantôt d'aviation verte, là, OK? Bien, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est que peut-être que l'innovation fait partie de la solution, puis il faut continuer, mais c'est pas la solution. OK? Puis le fait de réfléchir, puis de décroître, de diminuer, de remettre en question nos façons de fonctionner, ça fait aussi partie de la solution et il faut qu'on y pense tout de suite au début au lieu de toujours se dire « Ah, plus, ça va être mieux », puis il faut qu'on continue à augmenter puis à grossir. Oui, Benoît, puis il y avait M. Murray qui voulait réagir. Là. Oui, je voulais demander à M. Diamond, parce qu'on le voit qu'avec les problèmes que le REM a présentement, il y a un manque de confiance de la population envers le transport en commun. Et dans l'étude que vous avez faite, c'est mentionné que même il faudrait qu'il y ait des avancées majeures pour qu'on arrive aux fameux 15 % de voyageurs qui vont se déplacer par transport en commun. Est-ce que ça vous inquiète au niveau de la circulation? Parce qu'on sait déjà avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, la congestion que ça crée. Est-ce que ça vous inquiète sur l'attrait que l'aéroport va être pour les gens de Montréal qui vont se déplacer? En fait, l'étude Civilia vient nous amener un éclairage important là-dessus. On est, nous, stratégiquement positionnés pour tous les gens qui prennent le métro de Montréal. Alors, essentiellement, les gens centre-ville, Plateau, Rosemont, toute la ligne de l'Est, et évidemment, tous ceux qui prennent l'autobus du réseau de transport Longueuil. Alors, on est à 18 minutes de trajet. Nous, dans le projet, ça a été annoncé qu'il y aurait des navettes autobus express entre le terminus Longueuil et le débarcadère du Met. Direct, là. Direct, sans arrêt sur le chemin.
accessible, plusieurs fois par jour. Là, je ne peux pas donner plus de détails. Il y aura peut-être des annonces une fois que ça sera finalisé. Mais ceci étant dit, ça faisait partie, il y a 3 ans, lorsqu'on a lancé le projet, qu'il y aurait cette navette-là. Pourquoi? Parce que c'est l'accès le plus facile. Effectivement, il y a plein d'autres solutions de transport. Le REM en est un. Bientôt, il y aura le TGV. Plus il y a de solutions de transport et d'alternatives, mieux c'est, parce qu'il y a un besoin de voyager. Et je pense que plus on offre d'options aux citoyens, mieux c'est. Mais je vous rassure, le transport collectif fait partie de nos plans, de même que le covoiturage. Il y aura également une station de Bixi. Alors, il y aura l'expression dans le jargon, là, il y aura un cocktail de transport disponible et c'est pas du tout quelque chose qu'on ignore. On travaille là-dessus au quotidien. On parle des choix qu'on fait au niveau du développement. Est-ce qu'on considère les enjeux environnementaux, sociétaux par rapport à l'économie? M. Murray, vous nous avez dit quand même quelque chose d'assez radical au départ. Fermeture de l'aéroport. Donc, dans votre conception du développement pour demain, sur la Rive-Sud, il n'y a pas aucun aéroport? Bien, en fait, moi, ce que j'aurais aimé qu'on fasse, justement, quand on fait une analyse d'opportunité, on regarde le fait que, par exemple, l'aéroport est là et l'aéroport n'est plus là. Si l'aéroport n'est plus là, on le remplace par quoi? Est-ce que ce remplacement-là, est-ce qu'il est bénéfique? Personnellement, je crois qu'effectivement, il est bénéfique. Et quand on parle de l'impact de l'aéroport sur toute la question de l'aérospatiale, l'agence aérospatiale n'est pas là parce qu'il y a un aéroport à côté. Beaucoup d'entreprises qui sont là ne sont pas là nécessairement parce qu'il y a un aéroport à côté. Moi, je peux vous dire, j'étais maire de Saint-Bruno de 2013 à 2021. Il n'y a aucune entreprise qui est venue s'installer à Saint-Bruno qui a mentionné comme facteur de localisation l'aéroport. Ce n'est pas un élément intéressant et pertinent à l'époque. Peut-être que ça va changer éventuellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut se développer, on peut avoir des projets innovateurs dans le domaine aérospatial, tout en faisant abstraction des vols d'avion. Ça faisait partie de l'élément qu'on aurait dû, comme collectivité, se poser comme question. Et je reviens à la question environnementale. On ne peut plus ajouter à la question des gaz à effet de serre. On ne peut plus ajouter à la pollution. Il faut trouver le moyen de réduire. Donc, l'avion, actuellement, est un pollueur majeur, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on ne l'inclut pas dans les GES des pays parce que c'est comme un peu à l'extérieur de leur zone territoriale. C'est complètement débile, mais ça fait partie de cet élément-là. Fait que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les questions soient posées, qu'on arrête de me parler de retombées. Le fait qu'une personne prend un avion à l'aéroport de Saint-Hubert, s'en aille ailleurs, pour moi, c'est pas des retombées aussi pertinentes qu'on pourra avoir avec des entreprises qui, elles, vont générer des emplois très intéressants, pertinents, et surtout qui seront s'établiront dans un contexte de développement durable. Actuellement, on lutte avec les avions, on lutte contre un problème de pollution majeure et on n'a pas de solution à court, moyen, long terme. Il nous reste peut-être une douzaine de minutes, là. J'aimerais ça, parce qu'on est revenu, il y a eu, on aurait dû mettre ça à pause, consulter, faire des études, mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'on atterrisse, hein, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Il faut bien qu'on prenne une décision. Est-ce que on a le sentiment, au fond, qu'on a assez consulté, puis on a-tu le sentiment qu'on a un pouvoir réel? Parce que souvent, l'éléphant dans la pièce sur cette question-là, c'est de dire, on peut bien en débattre là, pendant des heures, là, mais c'est à Ottawa que ça se décide. C'est le fédéral. C'est pas la ville de Longueuil, c'est pas bon. C'est encore moins la Chambre de commerce. Et au niveau des consultations, là, Simon-Pierre, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? La réponse est oui, puis je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il y en a eu 2 consultations. Ça fait 40 ans que le projet de développement de l'aéroport fait partie des débats collectifs. On n'a pas inventé ça la semaine passée. Non, exactement. On parle peut-être que ce débat-là a eu lieu il y a 40 ans. Alors, essentiellement, à un moment donné, il fallait avancer. Puis je pense que le projet de l'aéroport, tel qu'il est présenté, il est dans ce que les gens souhaitaient. C'est-à-dire, on a respecté les consultations publiques, on a mis en œuvre une série de mesures. On est extrêmement proactif en matière environnementale, mobilité, climat sonore, qualité de l'air. On va être parmi, je suis convaincu, les aéroports qui ont le plus de leadership dans ces matières-là à travers le monde, parce qu'on dépasse plus loin. On va toujours plus loin que ce que nos confrères aéroportuaires font. L'autre chose, c'est la table de développement. C'est-à-dire, on n'a pas dit, on le fait, puis on ne parle plus à personne. On a créé une grande table de concertation. Il y a 16 élus de la région qui y sont, une dizaine d'acteurs de l'écosystème. D'ailleurs, il y a le CAPAL qui y est, il y a des groupes environnementaux. Ces gens-là ont des bonnes idées. Le CAPAL, c'est la coalition anti-pollution des avions. Alors, c'est les résidents autour. Là. OK. Et ils ont des bonnes idées. Là, nous, lorsqu'on arrive avec des mesures, soit sur la gestion des plaintes, on les consulte. Et le bureau de Denis Trudel, par exemple, il nous est arrivé avec une idée lors d'une table, Jean-François et puis François, ils sont à cette table-là.
il nous est arrivé en disant, les vols de nuit, vous devriez les taxer davantage pour s'assurer qu'on puisse faire un peu sa police. Et on l'a fait l'analyse, on l'a implanté, cette idée-là. Alors, il y a énormément de choses qui est faites avec la table de développement. Et ça, c'est une façon de construire un projet qui est exemplaire aujourd'hui parce qu'on le fait avec la communauté et la collectivité. Madame Quentin, maire au front, on a-tu l'impression d'être entendu? On est-tu écouté? On est écouté un peu, mais pas assez. Comment vous recevez Je pense que ça résume bien. On est écouté un peu, mais pas assez. Mais maire au front, on se dit, on lâchera pas. Là. Mais c'est quand l'avenir monsieur de nous nos dit, enfants, mais on lâchera pas. quand monsieur nous dit qu'il y a une table de concertation où les groupes peuvent se faire entendre auprès des élus... Bien, cette table de concertation-là, les gens de CAPAEL nous ont dit qu'ils étaient quand même un peu déçus de l'impact que ça pouvait avoir, que pour eux, il n'y avait pas eu suffisamment d'action dans ce sens-là. On parle qu'il y a beaucoup de différents politiciens. Il n'y a pas beaucoup tant de groupes environnementaux qui sont là non plus. Fait qu'il y en a un ou deux, je pense, mais pas plus. Donc, il y a des limites à ça. Par contre, d'un point de vue d'avoir une table puis qui va inclure une participation citoyenne sur une base régulière, je pense que c'est important. Donc, il y a des consultations qui sont plus ponctuelles, puis d'avoir un mécanisme... puis ça serait une question que j'aurais un peu. Là, sur le site, ça parle d'une démarche citoyenne inclusive continue. Bien, démarche citoyenne, ça veut dire quoi? Puis comment les citoyens peuvent continuer à être à l'affût de ça puis à être au courant? Je vous laisserai le mot de la fin, puis vous pourrez peut-être y répondre. M. Murray, elle ne fermera pas l'aéroport de Saint-Hubert. Hein? Je pense qu'on convient tous et toutes qu'il y a des grosses chances qu'elle reste encore quelques années, qu'elle nous survive. À partir de ce moment-là, là, quand on aborde la question de la consultation, écouter les citoyens, on peut dire on n'est pas assez entendu, tout ça, mais qu'est-ce qu'on souhaite, là? T'sais, dans une perspective où ça va de l'avant, mais on veut une voix citoyenne qui soit entendue. C'est satisfaisant? Qu'est-ce qui existe ou pas? Bien, je vais revenir un peu en arrière. Parce que, évidemment, on est toujours dans un contexte où on dit on aurait dû, on devrait faire ça, alors qu'on aurait pu le faire. Je prends les conclusions de l'Office de participation publique de Longueuil, rapport déposé au mois de novembre 2022, et on dit documenter. Avant de soutenir l'idée d'une éventuelle augmentation des vols, de poser des gestes qui relèvent de sa compétence, on parle de la Ville de Longueuil, ou d'user de son pouvoir d'influence dans le dossier de l'aéroport auprès des diverses instances impliquées dans le dossier. La Ville de Longueuil doit s'appuyer sur une information fiable, à jour et complète, ce qui n'a pas été le cas. Le maintien de la qualité de l'environnement. Deuxième, maintenir le maintien de la qualité de l'environnement, incluant la qualité de l'air, le développement économique qui inclut les emplois de qualité dans le secteur de l'aéroport, doivent également être pris en considération dans le positionnement de la Ville. Bon. Formuler des attentes. Les élus de Longueuil sont en droit d'être exigeants et de mettre à la barre haute pour tout projet. Donc, je m'arrête là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'occasion de faire un travail exemplaire avec le rapport de l'Office de participation publique de Longueuil, ce qu'on n'a pas fait. Et là, aujourd'hui, on essaie mais on a entendu les citoyens quand même. Oui, là. on les a accompagnés sur les préoccupations citoyennes. Le problème, c'est que ces analyses-là n'ont pas été faites avant. Là, on a la même chose avec les autres projets. Nordvolt, on aurait pu éviter une erreur probablement de 5 ou 600 millions si on avait pris le temps de regarder les choses, de se positionner, d'avoir un BAP. Et là, on aurait eu la possibilité d'examiner la capacité de cette entreprise-là d'aller de l'avant. Même chose au niveau de Varennes, c'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours dans la précipitation, il y a toujours une urgence. Et moi, je peux vous dire, ayant été maire de Saint-Bruno... Mais Nordvolt n'existe pas. Oui. Il n'a jamais existé vraiment. Alors, l'aéroport existe depuis 100 ans. Mais toute la biodiversité est détruite. Ce que je peux vous dire, c'est que, ayant été maire de Saint-Bruno, il y avait toujours des gens qui nous arrivaient en nous disant... Il y a urgence, il faut procéder, il faut passer par-dessus. Puis là, c'est là le problème. C'est que vous avez des acteurs qui sont toujours dans la précipitation, alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand on ne consulte pas les citoyens, on nourrit le cynisme. On arrive à des situations où les citoyens finissent par se braquer par rapport à ce genre de projet-là, alors qu'ils doivent accompagner ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire de ces territoires-là de façon optimale pour la communauté. On n'aura jamais 100 des citoyens. Ça, c'est impossible. Là. Vous, avez-vous l'impression que la consultation s'est faite correctement? Oui, tout à fait. Puis, si on regarde dans le passé, il y a le problème des écoles de pilotage avec les nuisances sonores, avec le groupe CAPAL et tout ça. Il y a eu plusieurs propositions faites par les citoyens que aussi bien les écoles ont essayé de mettre en place. Certaines, on n'a pas pu les mettre, même si on était en accord avec les citoyens. Il faut comprendre que tout ce qui est aviation est de direction fédérale. C'est Transport Canada. C'est important ce que vous Donc là, mentionnez. les règles qui sont en termes de survol, altitude de vol, route aérienne, ne dépendent pas aussi bien de la mairie, aussi bien des citoyens,
aussi bien même du maître. Le maître n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, des fois, les citoyens peuvent avoir de très bonnes idées, puis même les opérateurs étant en accord avec ça, les deux pousser, mais que ça ne suit pas au point de vue fédéral, puisque on a la même règle qu'on soit à l'aéroport Saint-Hubert, qu'on soit à Vancouver. Donc, il faut prendre en compte que cet aéroport-là est de juridiction fédérale, géré par Transport Canada en ce qui concerne le trafic aérien et les normes de survol et de décollage. Sur les consultations, la Chambre de commerce? Bien, nous, en fait, c'est un projet qu'on cite en exemple. La réalité, c'est celle-là. Puis il n'y a rien de parfait dans la vie. Simon-Pierre est le premier à l'avoir dit tout à l'heure, mais sur la disposition des dirigeants, que ce soit l'équipe de direction ou le conseil d'administration, la qualité des démarches qui ont été faites, le sérieux de ces démarches-là, la réelle ouverture à des participants qui représentaient à peu près toutes les opinions possibles autour du projet. Tu sais, quand j'ai l'occasion de le citer, ce projet-là, je le fais parce que c'est un réel exemple comment dire, justement, d'un projet de développement qui tient compte de l'écosystème dans lequel il se trouve. Et puis, je trouve ça très sévère, tu sais, de dire, en fait, comme on l'évoquait tout à l'heure, de dire qu'il y a des recommandations qui ont été faites qui n'ont pas été écoutées. Je trouve que c'est de prêter des intentions qui ne sont pas celles que moi j'observe au quotidien dans l'accompagnement qu'on fait de ce projet. En fait, elles ont peut-être été écoutées et retransmises, mais après ça, comme vous l'avez mentionné, il y a des niveaux de décision qui se prennent aussi parfois au-dessus des responsabilités, des pouvoirs de chacun et de chacune. Il nous reste peut-être 5 minutes. Je vous donnerai 1 minute sur la consultation, tout ça, puis je vais te laisser le mot de la fin, 3-4 minutes pour revenir sur l'ensemble des enjeux. Allez-y, chère Madame Quentin. Sur la consultation, comment les consultations ont été faites, là, je suis d'accord que c'était bien fait, on a eu notre chance de participer, puis tout ça. C'est quand la prise de décision, puis qu'est-ce que les groupes comme nous, comme plusieurs autres, demandaient, c'était d'avoir des études avant que la décision soit prise. Puis ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Fait que c'est ça qui était un petit peu l'enjeu. Mais le fait qu'il y a eu les études, oui. Puis le fait qu'il y a des initiatives pour essayer d'améliorer, on le reconnaît. Mais il reste que c'est pas suffisamment... ça n'a pas été suffisamment considéré. Puis il y a des parties qui n'ont pas été acceptées. Sur les études, puis peut-être le mot de la fin? Bien, les études, on les a. Et d'ailleurs, tous les membres de la table de consultation sont toujours invités à rencontrer directement les experts. Alors, c'est pas nous, les gens de l'aéroport, qui viennent puis dire... on ouvre la porte, on dit nos experts là, qui ont fait les études en mobilité, en climat sonore et autres sont disponibles, venez vous rencontrer à telle heure. Alors, Sylvie, au mieux de se rencontrer, je vous ajoute à la liste. Vous, M. Murray, je vous ai proposé une rencontre, vous avez refusé à l'époque. Mais ceci étant dit, moi, aujourd'hui, ce que je dis aux citoyens, c'est on est ouvert à toutes les rencontres. La table de concertation régionale, elle est là pour ça. Et si je peux résumer le projet, c'est un projet où l'aéroport est là depuis 100 ans. Elle était déjà un actif important pour toutes sortes de raisons que Thierry a mentionnées, notamment avec l'Agence spatiale canadienne de la formation de pilotes. Et là, c'est une nouvelle vocation. Les gens vont pouvoir se servir de l'aéroport pour eux, pas juste vivre les nuisances, mais vont pouvoir se déplacer avec ça. Et nous, on essaie de faire un modèle d'aéroport qui est exemplaire. Alors, on a interdit l'usage des gros porteurs. Alors, pensez pas que ça va être Dorval. On a choisi consciemment de limiter notre développement pour avoir un type d'aéroport qui est mieux ancré dans sa population, qui est plus respectueux de l'environnement, qui est plus silencieux. Il n'y aura pas de vol de nuit. Et on se sert surtout de cet actif-là pour être capable de faire avancer la science. Alors, on a lancé un laboratoire d'innovation à même l'aéroport. On a un consortium de recherche qui est derrière. Alors, c'est pas juste une solution de transport, c'est aussi un grand projet pour redéfinir la façon dont on fait le développement des aéroports. Et je pense qu'on peut être fier de ce qu'on fait ici sur la Rive-Sud. M. Murray, vous allez changer vos numéros de téléphone. Il reste 15 secondes. 15 secondes, simplement pour vous dire que non, on n'a pas accepté l'invitation de M. Diamond, tout simplement parce que là, actuellement, on est devant la Commission d'accès à l'information. On a une rencontre le 5 mai prochain. Et donc, parce qu'on veut avoir accès à des documents. Puis, je répète, donnez-nous la possibilité d'avoir accès à vos documents financiers. J'aimerais bien ça. Je suis un comptable. Bon. Merci. M. Murray est le porte-parole de la coalition Halte Air. On avait Mme Sylvie Quentin, maire au front. Merci infiniment de votre participation. Thierry Dugrip, directeur de Collège Air Richelieu. Très intéressant. Tourisme Montérégie, représenté par François Trépanier. Merci de cette participation. La Chambre de commerce, Jean-François Lévesque, PDG. Sympathique, on va vous réinviter. Et Simon-Pierre Diamond, vice-président de MET,
Oui, bien, merci Jacques, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir. Je veux remercier mon ami Benoît Normand. Quel plaisir d'être là avec tout le monde autour de la table. C'était vraiment très intéressant de tous vous entendre et entendre vos points de vue sur ce débat. Il va y avoir d'autres formats dans le genre sur les questions comme la crise du logement, la question de l'itinérance dans les prochaines semaines. Je veux remercier mon ami Jean-Yves Lemay qui est à la console, qui a géré le trafic de façon silencieuse mais efficace et qui sera en ondes cet après-midi avec vous. Et cher public, je vous remercie. C'était une première expérience pour Franchement les Tourneaux, ce genre de débat. Comme je viens de le mentionner, on va le réitérer. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.